Bon, bienvenue de nouveau donc, pour cette seconde conférence de la matinée. Avec à mes côtés donc Monsieur Serrator qui est directeur industriel du groupe Pellinck. On a l'annonce qui résonne dans le hall. Là, on va parler d'industrie du futur, notamment à travers le spectre de l'Alliance Industrie du Futur, hein, qui est une structure un dispositif qui a mené beaucoup d'actions dans le but d'équiper, d'inciter en tout cas à équiper l'industrie française, les PME, PMI, ETI, pardon, et grandes entreprises, à s'équiper donc d'outils 4.0 de manière à être beaucoup plus compétitive. L'idée ici de l'AIF, donc de l'Alliance Industrie du Futur, c'est de mettre en avant ces entreprises, certaines entreprises qui ont réussi cette transformation digitale, à l'image donc de Pellinck, dont M. Serrator va vous expliquer, rappeler, si vous connaissez déjà, les activités et surtout faire un focus sur l'usine de Pertuis, donc dans sa transformation digitale. Voilà, donc un beau retour d'expérience et c'est à vous. Je me permets de baisser le masque. Oui, quand je l'ai laissé, mais vous pouvez. Merci beaucoup. Bonjour à tous et merci de laisser l'opportunité au groupe Pellinck de se montrer à ce salon. J'ai la surprise de voir Olivier qui est là. Il faut voir que c'est un ancien de Pellinck qui a beaucoup contribué à ce que je vais présenter et qui, je pense, c'est lié à ça, qui a eu une super opportunité en dehors de Pellinck. Donc c'est dommage pour Pellinck, mais je suis très heureux pour lui, il le sait. Mais c'est la vie. Une société aussi là pour développer ses gens d'interne, mais aussi ça crée des proies pour l'externe. Et c'est une marque de succès. Donc, Romain Serrator, comme j'ai été présenté, je suis le directeur industriel de la société Pellinck, que je présenterai plus en détail après. Donc l'industrie chez Pellinck, ça englobe la fonction achat, les usines, la partie logistique et transport et toute la partie pièces détachées. Voilà. Donc on va commencer pour mettre tout le monde à la page un peu de qui est Pellinck, parce que Pellinck, on entend beaucoup le nom, mais ce n'est pas que le maire de la ville de Pertuis. Il y a d'autres activités industrielles derrière. Donc notre motto, la nature est notre moteur. Donc vous comprenez, on est proche de la terre, proche de la nature. C'est un groupe qui a donc été fondé en 1973 par M. Roger Pellinck, qui est aussi le maire de la ville de Pertuis, et qui l'a depuis recédé à une société qui s'appelle Edifi, et qui a notamment des liens avec des sociétés telles que Somfy ou Damar, qui vous parleront, j'imagine. Donc, notre obsession, alors je ne vais pas vous lire le texte de façon détaillée, mais c'est un groupe que vous verrez par la suite qui a une forte croissance et qui est une croissance qui est uniquement basée, principalement basée sur l'innovation. Roger Pellinck est une personne qui est passionnée de technique et qui a fait grandir son groupe par de multiples innovations, de multiples brevets. Donc aujourd'hui, Pellinck, c'est un groupe qui a fini l'année 2019 avec un chiffre d'affaires de 290 millions d'euros, dont 60% à l'export, donc on est vraiment un groupe international. On est présent dans le monde entier, donc vous voyez la carte en dessous qui représente nos présences géographiques. Donc en gris foncé, c'est vraiment l'endroit où on est présent, on a des filiales présentes. Et la partie gris intermédiaire, c'est des endroits où on va plus travailler avec des importateurs et autres. Donc vous le voyez, vous le verrez de par nos secteurs, en gros, on est partout où il y a de la vigne et de l'olive. Pour revenir sur la croissance du chiffre d'affaires, on dit, c'est ce qu'on fait, en gros tous les 5 ans, on double de taille. Donc c'est vraiment une belle aventure. Voilà, donc sur la partie industrielle, on a 7 usines. Alors je ne me rappelle plus si je vous donne le détail après, je crois qu'on rentre dans le détail des différentes usines. Et nous approchons rapidement, on s'approche des 2000 employés, dont 185 personnes en R&D, et vous le verrez, je le répète après, qui sont centrés sur le site de Pertuis. Donc aujourd'hui, nos produits et nos marchés, on a 2 grandes typologies de produits. Une partie qui est tout ce qui va être du machinisme agricole. Donc on parle de dizaines à centaines d'unités par an.
Alors j'ai mis quelques machines pour illustrer, mais bon, une machine qui est, je vais dire, un de nos best-sellers, façon de parler, c'est la machine à vendanger. Donc on est vraiment ici dans la vigne, mais on a une gamme, on dit de la vigne à la cave. Donc on n'a pas que la récolte, mais on a aussi, alors j'ai pas mis la photo, mais des pulvérisateurs. On a des outils, comme vous pouvez voir ici, des outils de taille. Là, on est en plein dans la récolte. Certaines régions, comme notamment la région ici, ils ont terminé. Très rapidement, ils vont rentrer dans la taille. Donc on a les outils de taille. Donc quel que soit le cycle de vie de la vigne, on a le matériel pour la travailler. Et ensuite, on dit de la vigne à la cave, parce qu'on rentre dans la cave avec des machines telles que, ici, on a une machine de tri visionique, où donc on va déverser le raisin et il va y avoir des tris, qualité de la baie, etc. Et enfin, la pressurisation, donc la fabrication du vin. On a aussi des capacités avec notre entité qui est à côté de Montpellier, à Florensac, qui fait des caves clés en main. Donc ça, c'est sur la partie viticole-vinicole, mais on a aussi sur l'oléiculture, on a des produits tels que ce buggy, qui est donc un produit avec un mort à l'avant. Vous allez serrer le tronc de l'olivier et le faire vibrer pour faire tomber les olives. Voilà. Donc ça, c'est la partie machinisme. Et on a un deuxième pan de produits qui va être toute notre gamme électroportative. Donc ce sont des outils pour l'entretien des espaces verts, des outils aussi pour le secteur agricole, qui sont uniquement basés sur la technologie électrique. Donc la société Pellenc a été une des pionnières à utiliser la fameuse technologie lithium-ion dont on parle sur Tesla, mais il faut voir que dans les années 90, Pellenc a été vraiment un pionnier là-dessus. Et donc toute cette gamme, sécateur électrique, souffleur électrique, attacheur électrique, tronçonneuse, tondeuse, repose sur des batteries, fonctionne sur des batteries. On ne sert uniquement que le secteur professionnel, c'est-à-dire des gens qui vont l'utiliser 8 heures par jour. Je vous prends l'exemple, nos souffleurs, on équipe beaucoup les villes, notamment la ville de Paris, Rennes. On va équiper aussi Euro Disney. Si on cherche d'autres un peu plus lointains, pour ceux qui ont eu la chance de visiter à Grenade l'Alhambra, vous verrez, ils sont équipés complètement Pellenc parce que c'est des sites qui tournent quasiment 365 jours par an. Et donc, vous devez travailler quand les clients sont là, donc vous cherchez des outils silencieux, qui n'émettent pas des odeurs désagréables telles que le thermique et qui peuvent travailler longtemps. Et donc, nous, c'est vraiment notre cible. Voilà, donc là, vous voyez la répartition du chiffre d'affaires. On est en gros sur du 2 tiers, 1 tiers. Et donc, les secteurs, vous l'aurez, je vous les ai cités pendant la présentation des produits, viticulture, viniculture, arboriculture, espace vert et nettoyage urbain. Je vous présentais précédemment notre footprint industriel qui était composé de 7 sites. Si on rentre un peu plus dans le détail des sites, donc nous avons 4 sites qui fabriquent, qui sont spécialisés sur le parti machinisme agricole. On a la Slovaquie qui va faire tous les ensembles mécano-soudés, donc travail de soudure, acier noir, inox, peinture. Enfin, on part du débit, on part de tôle, de tubes, découpe laser, pliage, soudure acier noir, soudure inox, passivation, peinture et préassemblage. On a le site de l'Italie qui fabrique quelques machines. C'est un site assez petit en taille, des machines spécialisées pour le marché italien. Il faut voir qu'en Italie, on a 70% de part de marché. Pellenc, c'est le site de Florensac qui fait tout ce qui est la cave, dont je vous ai parlé précédemment. Et Pellenc Ibérica, un petit site en Espagne qui spécialise sur la partie oléiculture. Nous avons la partie électroportative avec un site en Chine qui fait des sous-ensembles et qui nous fabrique nos batteries. Pour une raison simple, c'est qu'aujourd'hui, toutes les batteries, toutes les cellules sont fabriquées en Asie. Il n'y a aucun fabricant quasiment. Alors on commence à parler de Gigafactory aux États-Unis ou autres, mais c'est très ciblé sur le marché automobile avec des formats spécifiques. Quand vous rentrez dans nos secteurs, tout est fabriqué Chine, Japon, Corée. Donc mécaniquement, on se positionne au plus proche de notre sourcing. On a un site un peu plus très automatisé, assez petit en Espagne, qui nous fabrique des consommables, c'est un taille. Et le site que je mettrai plus en l'honneur dans le reste de la présentation, qui est notre site de Pertuis, qui est mixte. Il fait à la fois du machinisme,
très complémentaire de PSRO. Il va récupérer de notre usine en Slovaquie, pardon, qui va récupérer donc les châssis pour les finaliser, intégrer de la motorisation, de l'hydraulique. Donc on est sur des parties beaucoup plus complexes techniquement parlant, et surtout de la configuration client, parce qu'on est au plus près de nos marchés et on veut être le plus réactif. Et beaucoup d'assemblage d'outils électroportatifs. Et enfin, toute la partie logistique est très centralisée autour de Pertuis. Et c'est donc ce fameux site qui, en 2018, a été labellisé usine vitrine du futur. Et je mettrai en exergue quelques initiatives. Donc, la situation qui a généré toutes les transformations au sein du groupe Pellenc, c'est que donc on est un acteur reconnu sur notre marché, leader sur certaines gammes. On a une croissance forte, donc tous les 5 ans on double. Nos produits, on a une politique d'innovation forte, avec des investissements forts en R&D. Et en fait, nous, on s'est dit, quelque part, on veut que notre industrie soit à l'image de nos produits. On veut que notre industrie soit innovante. On veut qu'elle ait de la croissance. On veut avoir des gens qui s'amusent chez nous. Et donc, on a dit, il faut qu'on accompagne cette croissance et il faut qu'on repense nos métiers. Donc, on a mis un système de redynamisation des lignes de production. Et donc, on a vu dans ces transformations le digital comme une opportunité, parce qu'à la fin, c'est que des outils. Je ne veux pas vous faire le digital, c'est génial, etc. Mais enfin, c'est qu'un outil. Si vous n'avez pas un plan clair de ce que vous voulez faire, ça ne sert à rien de mettre du digital partout. Et donc, on s'est dit, le digital, c'est vraiment une opportunité pour nous d'améliorer notre performance collective et d'apporter des nouveaux services à nos clients. Donc, ça peut paraître bête, mais quand on a écrit cette phrase, on s'est dit, si ça colle pas, si on n'apporte pas du service à nos clients, ou si on n'améliore pas, on n'est pas capable de démontrer qu'on ne s'améliore pas collectivement, on ne le fait pas, quoi. Donc, c'était une guideline assez importante pour nous. Donc, on avait 5 piliers sur lesquels on a travaillé. Je ne vais pas tous vous les détailler par la suite. Mais... Donc, on a appliqué des principes basiques du lean manufacturing, qui est One Piece Flow, du 5S, etc. On a déployé du kitting. Donc, kitting, c'est... vous googliserez, sinon je vais exposer le planning. Mais donc, c'est pour approvisionner nos lignes. Donc, de la digitalisation. On a beaucoup travaillé aussi en amont avec les équipes de R&D pour voir comment on pouvait revoir certaines conceptions de produits pour être plus performants en industrie. Et on a beaucoup travaillé, alors on va dire ça c'est du lean, mais comme le kitting, mais on a beaucoup travaillé sur du visuel pour plus responsabiliser les gens et que les décisions soient prises au plus proche de l'action sur le terrain. Voilà. Donc, je vous ai mis un peu la partie globale, et là, l'idée, c'est de rentrer sur le site de Pertuis, donc, qui a été labellisé, pour mettre en avant les initiatives qui ont été prises, et en mettant surtout l'accent sur la partie digitale. Donc, le site de Pertuis, donc forcément le site, c'est notre siège historique du groupe, c'est là où tout est né. C'est un chiffre d'affaires de 151 millions, il y a toutes les fonctions, commerce, formation, SAV, pièces détachées. On y investit 14 millions en R&D, donc on a en gros 98% des ressources R&D qui sont sur le siège de Pertuis. Et en termes de production, c'est à peu près 213 000 heures de production, à la fois sur la partie machine et sur la partie électroportatif. On est 569 personnes, on est toujours dans ces eaux-là. Alors c'est vrai que le Covid... je ne comptais pas vous faire parler spécialement du Covid parce que honnêtement on en entend tellement parler que c'est compliqué. Nous, ça n'a pas remis en cause nos plans de croissance, ça a un peu ralenti, mais globalement on est toujours sur une croissance, on va dire on va faire 2 années plutôt plates, mais on pense toujours doubler tous les 5 ans. Voilà, et on est réparti sur 60 000 m², et d'ailleurs on est globalement à l'étroit. Donc, quelques illustrations. Excusez-moi, je n'ai pas coupé mon téléphone, c'est pas très poli. Quelques illustrations. Donc, on parlait tout à l'heure, c'est un bon exemple parce que là, pour le coup, je ne suis pas sur du digital, mais on a un des gros chantiers, c'était toutes les démarches autour du kitting. Donc, c'était d'enlever les stocks de bord de ligne, que ce soit en haut, vous voyez des photos où on est plutôt dans la production de machines, en bas, des productions électroportatives. Et en gros, on avait énormément de stocks de bord de ligne. Et en gros, un des gros chantiers, ça a été de tout retourner dans les magasins et d'amener au plus juste le besoin.
donc avec des kits. Donc ça peut être soit dans le cadre d'une machine, un Rolls ici, avec les composants attribués à la machine, le Rolls va suivre la machine dans son processus d'assemblage, ou des outils électroportatifs vont arriver avec des boîtes avec les pièces au juste nécessaire. Voilà. Maintenant, on va rentrer un peu dans la digitalisation. Là, c'est un exemple. Alors, je vais peut-être... ça va paraître... il y a plein de choses... Enfin, j'espère qu'elles vont vous paraître basiques. Et j'espère que s'il y a certaines personnes qui sont concernées, ça va vous donner envie de le faire. Parce que souvent, quand on regarde le digital, je ne sais pas vous, mais nous, on fait entre guillemets que 300 millions. Quand il y a des groupes qui font des milliards et qui parlent de réalité augmentée, les Airbus, ils font de la réalité augmentée, ils font plein de choses. Et en fait, par rapport à nos volumes, des fois, on se dit, bah, oui, c'est peut-être bien pour nous, mais je veux dire, souvent, la force des plus petites boîtes, c'est d'attendre qu'il y ait une techno qui soit mature, de la prendre et de la déployer très vite. Enfin, nous, on essaye plutôt de faire ça. On n'a pas les moyens d'aller de tester des technos qui ne sont pas matures. Alors, les Airbus, tout ça, les Schneider Electric et autres, et consorts, ils vont le faire, et nous, on prend la techno et on déploie super vite. Et donc, nous, le digital, quand on l'a abordé, parce qu'au début, on n'avait pas grand-chose, c'était vraiment au début de faire des choses simples et qui marchent. C'est pas de partir dans des trucs très sophistiqués et après ça fait waouh quand on en parle. Vous auriez sûrement fait plus waouh si je vous faisais un truc sur de la réalité augmentée. Mais là, c'est des choses simples, rapides, qui marchent. Voilà. Donc, par exemple, ces choses-là, c'est tout bête, mais c'était en bout de ligne sur tous les outils électroportatifs. On a des lignes qui sont plutôt droites. D'afficher un écran visible par tout le monde, avec des informations de base qui sont le takt time, c'est-à-dire tous les combien de temps je sors un produit, le temps de fabrication moyen, la production journalière avec l'affichage rouge-vert, est-ce que je suis dans les clous ou pas dans les clous. Donc typiquement, là je peux prendre le sécateur, l'objectif de la journée c'est 170 pièces, on en a fait 85 par rapport à la cadence, on est 3 au-dessus, on en sort un toutes les 2 minutes 23 secondes et le temps de fabrication est de 21 minutes. Pour un objectif de 22-14. Donc c'est très simple. C'est très simple. Et en définitive, c'est un peu... la cible première, c'était les opérateurs. Parce que c'est un peu comme quand vous conduisez votre voiture. Vous êtes sur votre voiture, la limite c'est 130, vous regardez votre compteur, vous êtes capable de vous autogérer. Ben, la volonté, c'était la même, c'est-à-dire il faut que l'équipe, elle s'autogère. Voilà. À nouveau, il n'y a rien de fou là-dedans. C'est connecter les systèmes, récupérer la data, la mettre en forme, former les gens. Et ça marche. Un autre exemple, là on rentre dans la partie machinisme agricole, où historiquement, ce sont des process assez longs. Là on est dans un autre monde, hein. On fait beaucoup moins de séries, mais on assemble des milliers de pièces. Donc là le but c'était tous les processus d'assemblage, tous les référentiels, tout était papier avec des classeurs, c'était difficile de garder à jour, c'était difficile de trouver, de temps en temps même. Et donc en fait on a tout digitalisé. Et donc à chaque poste d'assemblage, l'opérateur se retrouve donc avec, il a 2 écrans, un écran avec la gamme où il dit où il en est, et un écran qui va lui afficher la tâche à effectuer, des informations techniques complémentaires dont il pourra avoir besoin. Il peut aussi déclarer des incidents, enfin il y a toute une somme de choses qu'il peut ajouter. Donc ça apporte beaucoup de confort, on va dire, dans le travail au quotidien de l'opérateur, mais aussi en termes de pilotage de ligne. Il faut savoir qu'à l'époque, pour mesurer le temps de production d'une machine, ça pouvait nous prendre, on va dire, 1 mois et demi, jusqu'à 1 mois et demi, pour calculer le temps de chaque étape, parce que c'est des centaines, mais il y a peut-être 1 millier d'étapes, quoi. 1 millier d'étapes d'assemblage. Donc, humainement, c'est ingérable. Maintenant, avec le découpage que l'on a, tous les temps sont suivis et instantanément, on sait quels sont les endroits où on perd plus de temps, quels sont les endroits où on gagne du temps, et donc de définir des sources de progrès. Voilà. Maintenant, je vais laisser la parole à Nicolas qui va se présenter parce que c'est pour une autre initiative, c'est la digitalisation des AIC, et que l'on a faite avec un partenaire, la société KPC Consulting, que tu vas sûrement présenter brièvement, et qui vous présentera notre chantier qui est aussi une belle réussite. Merci Romain. Donc bonjour à tous. Alors je m'appelle Nicolas Mussot, donc la société KPC. Alors en 2 mots, hein, KPC c'est un cabinet, une société de conseil et d'intégration sur des systèmes d'information, donc notamment des ERP.
mais également on a une équipe qui est orientée sur du développement d'applications et sur tous les chantiers de digitalisation qu'on peut retrouver aujourd'hui dans des thématiques d'industrie 4.0. Donc en 2018, on a travaillé avec le groupe Pelink dans une approche de collaboration, de co-développement également, sur un chantier de digitalisation, donc parmi tous ceux que Romain a pu vous présenter précédemment. Celui-ci concernait donc les AIC. Alors AIC, ça veut dire animation intervalle court. Je ne sais pas si ce terme parle à tout le monde d'entre vous, mais on parle également aussi de réunions 5 minutes, de points quotidiens, etc. C'est ce qu'on retrouve ici, donc ce qui était fait également auparavant sous du format papier. Donc ce fameux point autour de calendrier. Donc on se retrouve le matin, donc dans une équipe collégiale avec tous les opérateurs et les collaborateurs de production pour échanger sur des indicateurs, donc de performance notamment. Je viendrai après en détail pour vous présenter un petit peu plus les différents indicateurs. Et également, c'est l'occasion aussi de remonter des points ou des incidents qui ont eu lieu la veille et de partager ces informations de manière collégiale avec l'équipe. Donc, ce qui est important, c'est de comprendre l'intérêt d'avoir digitalisé finalement ce processus. C'est déjà, dans un premier temps, donc, de gagner en efficience par rapport au format papier où on est obligé de répéter l'information, de la recopier, et puis après, au final, la faire terminer dans un fichier Excel qui va servir peut-être un jour à faire des analyses plus poussées. Là, l'idée, c'était de pouvoir digitaliser ça déjà pour gagner du temps. C'est le premier point. Le deuxième sujet, c'était aussi d'apporter un petit peu de nouveauté et tout à l'heure, Romain parlait d'intéresser les équipes. Finalement, c'est d'avoir aussi un outil digital qui est très ergonomique et qui est pensé pour être utilisé de manière ludique. Il ne faut pas avoir peur de ce mot quand on parle de digitalisation. Il faut que ça reste quelque chose de ludique et qu'on ait envie de l'utiliser. Donc je disais, voilà, on a travaillé avec donc, le groupe Pelink sur ce sujet-là. Donc Pelink nous a exposé ce qu'ils souhaitaient avoir en termes d'outils. Et donc nous avons travaillé avec eux par itération en maquettant une application qui serait adaptée à leurs besoins. Et donc en quelques semaines, on a réussi à avoir une application qui était fonctionnelle, qui a été testée dans un premier temps par un atelier pilote. Un atelier donc pilote parmi les deux ateliers qui sont dans l'usine de Pertuis. Et ensuite, on a déployé l'année dernière une version plus aboutie sur l'ensemble des deux ateliers. Voilà, donc une notion de pilote. Si on fait un constat aujourd'hui sur le taux d'utilisation de l'application, on se rend compte qu'elle est très très utilisée. On a énormément d'incidents qui sont logués. Alors ce n'est pas forcément des choses graves, mais ça peut être un outil d'échange, de collaboration avec des incidents informatiques, ouais. Des incidents qui sont rencontrés sur les chaînes de production, donc qui sont saisis quotidiennement, et on a un meilleur suivi aussi de l'information. Parce que jusqu'alors, tout à l'heure, je vous disais qu'on avait les calendriers pour la partie indicateur. Pour la partie incident, c'était aussi remonté sous forme de petits post-it ou de points qui étaient abordés en séance. Aujourd'hui, voilà, on a vraiment une plateforme qui permet de créer des incidents, de les suivre et de collaborer avec différents interlocuteurs et différents acteurs sur la résolution. Voilà. Je vous présente rapidement les deux fonctionnalités majeures donc, de l'application. Donc, la première, ça a été donc, sur la partie indicateur, à savoir être capable de saisir quotidiennement des informations sur les lignes de production, sur différents aspects. Donc le premier, c'est effectivement la partie performance, pour reprendre un petit peu ce qui a été fait précédemment, pour saisir les objectifs de production au jour le jour, et ensuite faire le point à la fin de la journée ou le lendemain matin sur ce qui a été vraiment réalisé, et calculer un taux de performance par ligne de production. Donc ces données qui sont saisies quotidiennement, on ne les saisit qu'une seule fois, et derrière, on va les retrouver à un niveau plus agrégé pour faire de l'analyse plus poussée. Et pour les décideurs, ça permet d'avoir de l'information qui est centralisée. On a également des informations sur des indicateurs donc, de qualité. Donc là, c'est vraiment déclaratif. Est-ce que j'ai rencontré un souci, un problème, un incident de qualité qui a entraîné ou pas un arrêt de chaîne? Et dans ce cas-là, si c'est le cas, on va venir créer un incident dans l'application pour venir y remédier. On a une partie sécurité. Donc ça, c'est pour tout ce qui est accident, s'il y a eu des blessures et qui ont entraîné ou pas un arrêt de travail. Voilà. Ça, c'est des informations ensuite qui sont poussées aux équipes QSE pour pouvoir faire un suivi un peu plus fin de la gestion des risques et des incidents.
Et un dernier volet qui est la partie RH. Donc là, c'est pour faire le point sur l'absentéisme et éventuellement les retards. Voilà. Donc ça permet de garantir aussi un suivi sur finalement ces indicateurs sans perdre l'information. Et vous voyez ici des exemples de capture d'écran, donc avec vous voyez, un calendrier tout simplement où on va venir cliquer sur une cellule, faire la saisie des valeurs pour ce jour-là, et ensuite avoir un graphique qui se met à jour et qui s'alimente de manière automatique. L'application est accessible bien sûr sur donc, des écrans géants que donc Pelinck avait émis le souhait d'avoir un écran géant pour pouvoir suivre toute la journée ces informations. Mais l'application est également disponible sur PC et sur smartphone. Donc le deuxième aspect de l'application, c'est, je vous le disais tout à l'heure, donc c'est sur du suivi d'incidents de production. Donc c'est une application qui a aussi une visée de remédiation de problèmes qu'on pourrait rencontrer sur les lignes. Donc très simplement, on va venir en fait saisir un incident. Donc on va devenir d'abord le qualifier, savoir si c'est un incident qu'on estime circuit court ou circuit long. Sous-entendu, un incident que je peux résoudre dans la journée ou pas. Donc si je peux le résoudre dans la journée, c'est du circuit court. On va assigner 1 ou 2 personnes qui vont s'occuper de traiter cet incident dans la journée. Et on a, vous voyez ici, une petite fenêtre de chat qui permet du coup d'échanger avec les différents collaborateurs sur cet incident. Si au contraire, on estime que la résolution du problème va prendre plus qu'une journée, dans ce cas-là, on passe dans un mode de résolution circuit long, où on a intégré des méthodologies donc, que le groupe Pelinck souhaitait mettre en œuvre pour pouvoir mieux qualifier ces incidents et derrière adopter un plan d'action clair avec des acteurs identifiés pour résoudre ce problème, mais dans la durée. Et dans ce cas-là, on a implémenté donc, la méthodologie QQOQ-CCP. Donc vous avez un petit assistant ici qui va venir vous poser des questions, vous y répondez, et derrière, votre problème va être parfaitement qualifié pour une résolution simplifiée. Et également, on a la possibilité d'avoir une décomposition du problème sous le format 5 pourquoi. Donc l'idée, c'est de pouvoir à chaque fois exposer mon problème, je me pose la question pourquoi, et j'essaye d'y répondre comme ça, jusqu'à identifier ce qu'on appelle des causes racines. Et ces causes racines, on va ensuite assigner des responsables pour les solutionner. Voilà. Donc en résumé, hein, c'est une application qui a été, comme disait Romain, le but c'était vraiment de faire quelque chose de très simple mais qui fonctionne et de pouvoir avoir un taux d'utilisation qui est optimal. Donc on a formé les utilisateurs en 2 demi-journées. On prenait en quelques heures, hein, c'était très rapide à utiliser l'application. Tout le monde peut y accéder en fonction de ce qu'on décide. Et donc du coup, l'information est centralisée et partagée avec l'ensemble des collaborateurs. Voilà. Merci beaucoup Nicolas. J'espère que vous appréciez quelqu'un de l'informatique qui parle aussi clairement des opérations, parce que ce n'est pas toujours le cas. Bon, je regrette qu'ils disent qu'on ait beaucoup d'incidents, mais ça, c'est la vie d'une usine. Alors, juste, je veux dire, un peu en termes de résultats, on a mis le paquet, on a beaucoup parlé de digitalisation, mais il y avait d'autres leviers dont je vous ai parlé au préalable. Et juste pour parler un peu des résultats qu'on a pu obtenir sur le site de Pertuis, toujours. Hein. En gros, on a une réduction des temps de montage de 30% sur le temps du projet qui a duré 2 ans, on va dire. On a augmenté nos taux de service de 20 points. Alors, vous pourriez dire que progresser de 20 points, c'est qu'on n'était vraiment pas très brillant, mais c'était malheureusement le cas. Et surtout, on a gagné en surface d'implantation de 30% au sol. Autant vous dire que trouver en France du foncier pour construire, c'est pas évident. Donc il faut souvent faire avec ce que vous avez. Et d'avoir gagné 30% des surfaces au sol, ça a été un gain significatif et ça nous a permis d'absorber de la croissance. Voilà. 2 derniers points. Une petite vidéo parce que on dit souvent que ceux qui parlent le mieux, on aime bien, on trouve que c'est nos gens, nos équipes qui présentent le mieux ce qu'on a fait. Et elles sont fières de ce qu'on fait. Donc Maestro, la musique s'il vous plaît. Alors c'est une version sous-titrée, j'imagine, sans sous-titres. Bon, on va gérer en live. Bon, bah, du coup, ça vous permet de voir les lignes. Ça, c'est un exemple. Regardez, ça, je pense que c'est la première initiative qu'on a faite. C'est toute bête. C'était sur la gestion des manquants en usine. À chaque fois qu'il manquait une pièce, tout le monde s'appelait. La logistique, tu as reçu la pièce. La qualité, tu l'as contrôlée. Elle est où la pièce ? On a dit, attendez, on arrête. Hein. On a mis cet écran que vous voyez derrière, on l'a mis aux appros, à la réception, à la qualité, partout. Et je veux qu'il y ait une pièce urgente, on la met là et on suit qui est en train de la gérer.
C'est débile, hein, c'est un fichier Excel partagé. Il faut dire comment on a commencé la digitalisation. Donc c'est des gens qui vous disent qu'ils sont très heureux de travailler chez Pelink et que ça c'est un super chantier de transformation. La vidéo est disponible sur YouTube. Donc si vous voulez la voir avec le son qui va bien, je suis vraiment désolé. Il n'y a pas de problème et on aura peut-être l'occasion d'avoir la vidéo aussi avec la conférence qui sera également sur YouTube, sur la chaîne du CEPEM également. Donc là, on pourra avoir deux vecteurs de la vidéo. J'ai enlevé ça parce que j'ai un dernier point. Bien sûr. Donc je vais couper la vidéo à la rigueur parce que ça ne sert à rien. Mais un dernier point qui est très important pour nous. Comme vous le savez, avec cette crise du Covid, toutes les entreprises regardent à la dépense et regardent à la gestion des effectifs au plus proche. Et il y a beaucoup de jeunes qui sont un peu trop sacrifiés dans cette situation, notamment autour de l'alternance. Et j'ai la chance d'avoir Dominique Dubois avec moi aujourd'hui, qui est donc le directeur du CFAI 84. Viens, fais pas le timide. Et c'est pour dire que je pense que toutes les entreprises, elles ont une responsabilité forte vis-à-vis des jeunes, parce que c'est le futur. Et je voulais terminer là-dessus, sur une note positive. Quelques mots, toi, sur les programmes, pour dire qu'il ne faut pas oublier les jeunes, et il faut les recruter, et il faut s'occuper d'eux, parce que c'est notre avenir. Merci Romain. Oui, comme l'a dit Romain, en fait, on a beaucoup de jeunes qui souffrent cette année de ne pas avoir en fait, d'entreprise. Traditionnellement, à cette époque, on a placé quasiment 100% de nos jeunes. Et aujourd'hui, on est à 60-65%. Pour la bonne et simple raison qu'il y a des entreprises de petite taille qui n'ont pas pris des jeunes. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler des mesures qu'a mis en place l'État. C'est-à-dire que si vous embauchez un jeune, la première année d'apprentissage est gratuite pour vous. Elle est financée par l'État. L'État vous paye le salaire du jeune. Alors, s'il est majeur et qu'il a 20 ans, ça ne vous coûte rien. S'il est un peu plus âgé, ça peut vous coûter 100 à 150 euros par mois. Donc ça, c'est une mesure très importante. Mais comme l'a dit en fait Romain, ce qui est aussi très important, c'est qu'aujourd'hui, toutes les entreprises souffrent d'un manque en fait, de compétences. Et on ne trouve pas en fait, sur le marché des personnes qui soient compétentes par rapport au poste que vous avez à offrir. Et l'apprentissage, l'alternance, c'est un très bon moyen justement d'avoir quelqu'un qui soit formé et à qui vous laissez le temps dans votre entreprise en fait, à acquérir en fait, vos méthodes de travail, votre organisation, et qui peut en fait, très rapidement devenir opérationnel. Et donc pour notre part, on n'est pas très loin, on est installé à 1 kilomètre d'ici, à l'autre bout du campus de l'Agroparc, et on fait des formations principalement dans le domaine industriel, sur de l'automatisme, de la mécanique, de l'électrotechnique, tous les métiers de la maintenance. Et puis on fait aussi de la cybersécurité, puisque c'est aujourd'hui un gros pan en fait, du développement aussi pour les entreprises industrielles. Et on utilise nous aussi en fait, la digitalisation et toutes les nouvelles technologies qu'on peut retrouver dans le numérique pour les formations. Donc là, je vous ai cité 3 exemples. Là, par exemple, on utilise en fait des postes de soudure en réalité augmentée. Ça permet en fait de minimiser l'utilisation des matières telles que le métal, l'acier. Et puis ça permet en fait d'augmenter la rapidité d'acquisition en fait, des technologies de la part des jeunes. Ensuite, la cybersécurité, comme on l'a dit, c'est un métier à part entière qu'on retrouve dans toutes les entreprises. Et donc, on a donc un master en cybersécurité qui est fonctionnel depuis 3 ans. Et puis, on a aussi, en fait, on fait aussi de la formation robotique. D'ailleurs, je vois que l'enseignant est dans la salle. Donc, pour nous, entre autres pour nos ingénieurs, mais on est en train justement de développer en fait de la soudure robotique en intégrant des robots en fait dans nos ateliers, de manière à utiliser en fait ces nouvelles technologies pour nos jeunes, qu'ils soient préparés en fait à ce qu'ils vont trouver dans les entreprises. Donc voilà globalement le message. Donc si vous avez des besoins, n'hésitez pas. On est disponible et preneur. Merci beaucoup Dominique. On a terminé. Super. Merci pour votre patience merci, et les questions peut-être. Merci pour votre présentation, votre intervention très très concrète. Nous, c'est ce qu'on recherche aussi beaucoup sur les salons du CEPEM. Le salon est très concret par lui-même et donc les conférences doivent l'être également. Je rebondis un peu sur effectivement la digitalisation aussi qui aide aujourd'hui la formation à pallier
en quelque sorte à pallier ce manque de compétences, mais qui aide aussi, notamment en réalité augmentée, comme on le voit derrière, à multiplier les scénarios. C'est-à-dire que bien sûr qu'il va falloir souder, bien sûr qu'il va falloir usiner, bien sûr qu'il va falloir intervenir sur des pompes, en réel, bien sûr, ça ne change pas. Par contre, augmenter la panoplie de scénarios, de problèmes qu'on peut avoir, c'est sûr qu'en physique c'est très difficile. En réalité augmentée, ça peut aider. Je pense que voilà, c'est votre avis, j'imagine. Là-dessus, enfin, vous, comment vous l'utilisez d'ailleurs? Alors nous, comment on l'utilise, effectivement, c'est en particulier dans la soudure, ce qui prend beaucoup de temps, c'est l'apprentissage du geste. Hein, quand quelqu'un en fait, apprend à souder, il faut qu'il ait la bonne position avec son outil, parce qu'autrement, on ne fait pas de la soudure, mais du collage. Effectivement, nous, on le fait en fait, dans nos formations, c'est-à-dire que, pour ne citer qu'un exemple, hein, une période d'apprentissage du geste peut basculer en, fait, en utilisant la réalité augmentée d'une période de 2 mois à 15 jours. Pour la bonne et simple raison, comme vous le dites, que utiliser la réalité augmentée, ça veut dire qu'on passe, en fait, on fait à l'heure, on fait plus de 2 soudures à l'heure, mais on en fait 10 à l'heure. Puisque simplement, en fait, l'outil n'est pas, on n'a pas repréparé les pièces, on n'a pas repréparé le poste, et le jeune, en fait, ne se fait que des scénarios les uns derrière les autres. Et donc, l'acquisition du geste, donc en fait, le besoin de base, on va l'acquérir de manière beaucoup plus rapide. Donc ça, c'est dans nos formations, mais ce matin on avait une discussion avec Romain à ce sujet, c'est aussi applicable dans l'industrie. Oui, c'est ce que j'avais demandé justement à Romain, c'est est-ce que vous utilisez aussi ces outils de digitalisation pour mettre à niveau vos ressources humaines, enfin les gens qui travaillent, pour les faire monter en compétences? Alors, c'est clairement, on s'appuie encore beaucoup sur le parrainage, on va dire, c'est-à-dire on le met sous l'aile d'une personne chevronnée. Et après, de toute façon, tous ces outils digitaux, j'ai envie de dire, ils aident, parce qu'on est quand même dans la production saisonnière, ça je ne l'ai pas spécifié, mais vous l'aurez deviné. Ça sert, j'ai envie de dire, aussi bien aux expérimentés de se remémorer les basiques, parce que c'est le danger d'une personne expérimentée, c'est qu'au fil des années, elle va modifier le process parce qu'elle a pris ses habitudes, donc ça permet de recadrer. Et ça aide aussi les jeunes à donner un cadre de travail, donner un séquençage, guider le travail. Donc j'ai envie de dire, quelles que soient les tranches d'âge, on y tire un bénéfice et on accélère soit le redémarrage de l'activité parce qu'on est dans du saisonnier, ou alors la découverte. D'accord. Je vais faire tourner le micro, alors parce que soit vous avez une question très simple et je la retranscris, soit je fais tourner le micro et je remets mon masque pour respecter quand même le protocole. Est-ce que vous avez déjà des questions à poser à Monsieur Serrator, ou à poser également, j'ai oublié votre nom, je suis désolé, à Nicolas, voilà, pour justement la partie mise en œuvre de la digitalisation et accompagnement conseil. Alors, bon, du coup, j'en ai une petite pour chauffer la salle. Vous avez parlé, moi ce que j'ai retenu surtout de votre présentation, et c'est valable pour vous deux, c'est que justement, Industrie 4.0, Industrie du futur, ça, on est dans l'Alliance Industrie du futur, on est en France, il faut garder ces termes, c'est avant tout la simplicité. Si quelque chose n'est pas simple, ce n'est pas compris. Cependant, comment vous avez pu convaincre les personnes les plus réticentes? Il y en a toujours, dès qu'il y a un changement, c'est normal, c'est humain, ça va être très compliqué, même si on lui dit que ça va être beaucoup plus simple. Comment est-ce que ça a été un gros obstacle pour vous? Et comment vous avez fait pour surmonter ces obstacles? J'ai envie de dire que alors paradoxalement, ça n'a pas été un gros obstacle, parce que beaucoup de gens en parlent, et pour nous, on ne l'a pas vraiment ressenti, et je pense qu'un facteur clé de succès, ça a été la volonté d'impliquer toutes les équipes dès le départ. Il y a beaucoup de chantiers, comme Nicolas en parle, ça a été fait avec les gens du terrain, donc en fait, il y a une grosse partie des gens qui étaient plutôt curieux de savoir qu'est-ce que ça va donner, comment je vais l'utiliser. Je repense même, je prends l'exemple des lignes de fabrication, sur la fabrication des outils électroportatifs. Il y a une scène qui m'avait beaucoup marqué, même émotionnellement parlant. On avait une dame qui partait à la retraite. Et mécaniquement, par rapport à une jeune de 20 ans ou un jeune de 20 ans, elle n'a pas le même rythme, hein, c'est normal. Et elle avait demandé au responsable de production, elle dit écoute,
ça ne te dérange pas si cette nouvelle ligne-là que vous avez faite, c'était la première digitalisée, elle dit je pars dans 2-3 mois, j'aimerais bien aller travailler dessus, et elle me dit bon, j'ai bien conscience que je n'ai pas le rythme peut-être nécessaire pour tous les maillons, mais moi, quel que soit le maillon, j'aimerais bien faire une semaine ou deux dessus pour découvrir la ligne. Et je trouve que c'était assez émouvant parce que, et elle en a parlé à son pot de départ, parce que quelqu'un qui part à la retraite et qui vous demande ça, enfin pour moi c'est une des plus belles réussites, quoi, parce qu'en général on a toujours dans le cliché la personne elle est en fin de carrière, elle a envie de rien faire, et pas du tout, quoi. Elle avait une envie de savoir, et l'envie de découvrir, l'envie d'apprendre, c'est quelque chose qu'on fait à l'école mais qu'il faut faire toute sa vie parce qu'après on devient obsolète. Donc, et je pense que c'est une belle représentation de comment on a fait adhérer les gens et comment les gens ont participé. Et elle a réussi, je dirais, à bien intégrer cet outil, ce nouvel outil. Oui, parce qu'il y a cette curiosité. À chaque fois qu'il y avait un nouveau chantier, c'était les gens ont envie d'être partie prenante. Et j'allais dire, c'est tout de suite plus facile dans des plus petites structures où, moi j'ai fait du grand groupe avant, c'était souvent développé en centrale, déployé sur le terrain, et les gens ils découvrent quelque chose dans lequel ils ne sont pas vraiment impliqués. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire, nous, notre difficulté, c'est plus, on le développe à Pertuis avec les gens du terrain, et après on va voir d'autres sites, comme le site en Slovaquie, on dit, tiens, déploie-le. Là, il va dire, non, c'est pas vraiment applicable pour nous. Là, c'est compliqué. Là, c'est compliqué parce que justement, ils ont pas été à la naissance de l'outil. Donc plus difficile d'imposer, en tout cas, il faut revenir effectivement à écouter les besoins sur site et impliquer effectivement tout le monde. Donc c'est une bonne leçon. C'est vrai que c'est pas évident parce que tous, autant qu'on est, on a toujours tendance à penser qu'on va plus vite tout seul, quoi, parce qu'on dit mais ça je sais le faire, ça c'est évident. Moi je suis le premier, hein. Donc on a tendance à vouloir vite décider, on a tendance à vouloir faire vite les choses. Alors on gagne du temps au début, mais après dans le déploiement, on se crée des complexités inutiles. Est-ce que vous avez des questions? Hop. Oui. Donc combien de temps a duré l'accompagnement votre accompagnement chez Pelinck, pardon, combien de temps ça a pris? Alors on a essayé d'aller assez vite justement sur ce sujet-là. On a fait à peu près 2 semaines ensemble sur de la conception, donc une première journée d'échange pour un peu comprendre la réalité du terrain aujourd'hui. Et ensuite, on a travaillé vraiment par itération pour proposer quelque chose de rapide. Alors, on a des outils maintenant de maquettage qui sont assez puissants et qui permettent d'aller très vite pour se projeter sur une application cible, on va dire. Donc oui, en 2 semaines, on avait réussi à concevoir l'application, et après, le temps de développement a pris, je ne sais plus les chiffres, ça devait être 2 mois à peu près, quelque chose comme ça. Voilà. Donc effectivement, c'était vraiment rapide en fait. Au début, il y a eu 2 phases. Mais c'est vrai que la première phase, les éléments de base, ça allait très vite et c'était très rapidement opérationnel. Après, j'allais dire, la deuxième phase, je me rappelle quand on a voulu rajouter tous les 5 pourquoi, etc., c'était un peu plus long. Mais je veux dire, c'est un peu comme pour tout, quoi. Vous faites les basiques et après vous voulez rajouter de la complexité. Là, ça prend un peu plus de temps, mais l'outil a été très rapidement opérationnel. Et 2 mois, ça me paraît être Je me rappelle que je crois qu'on avait dit OK fin novembre, et 2 mois, c'était avec Noël au milieu, quoi. Donc c'est vrai que ça a été rapide. Et... Alors la gestion des travaux, enfin du déploiement, a-t-il été fait en interne ou avec des sous-traitants? C'est ça? Non. Oui. Alors le développement et hébergement de la solution aujourd'hui, c'est sous-traité du coup à KPC, donc qui est un partenaire de Pelinck. Donc après, c'est parce que la DSI, on va dire, n'avait pas forcément le temps de traiter ce sujet dans le temps imparti. Donc ils nous ont confié, on travaille beaucoup avec Pelinck sur d'autres sujets aussi informatiques, et donc ils nous ont délégué cette partie parce qu'on avait les équipes qui étaient disponibles pour, et l'accompagnement aussi UX qui permet du coup de mieux intégrer les utilisateurs dans l'application. Comme on disait dans la partie conception de l'application, c'est important de prendre compte de tous les utilisateurs pour pouvoir vraiment dessiner une application qui sera adoptée à l'unanimité, quoi. Juste pour compléter.
Oui, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. De toute façon, là, on parle des outils digitaux. De toute façon, les outils digitaux, je simplifie, il y a 3 méthodes, quoi. Soit on est dans des outils hyper basiques, je vais prendre des outils RH, gestion de paye, etc., où là, on achète des produits étagères, des outils informatiques qui vont répondre aux besoins. Soit on rentre dans des outils un peu plus spécifiques, un peu plus métiers, où là, soit le produit existe sur étagère, mais ça devient de facto plus rare, soit ça peut coûter plus cher, ouais. Et après, donc, c'est à nous de décider. Dans certains cas, on fait des développements en interne. Quand c'est quelque chose de simple à développer et à maintenir, soit on prend des prestataires. Donc, j'ai envie de dire, il n'y a pas de règle générale. Je me rappelle de temps en temps, il y en a qui disent on est fier parce qu'on le développe en interne. Je dis moi, je ne suis pas fier de le développer en interne. Je pense qu'il faut être assez intelligent au cas par cas d'analyser et de prendre une décision en fonction du besoin. Donc, nous, on n'a pas de règle à proprement dit, de dire je fais en interne, je fais en externe, j'achète tout fait ou je fais développer, quoi. C'est au cas par cas. Okay. Oui. Attendez, non, juste comme ça, je la redis. D'accord. Oui. Ce projet d'industrie 4.0, enfin de transformation digitale et même d'industrie 4.0 dans sa globalité, a-t-il été plutôt porté par la DSI, plutôt porté par la direction, plutôt porté par la production, voilà, ou ensemble? Comment ça s'est... Ça a été principalement porté par la partie production, usine de Pertuis, à travers... il me semble que j'ai entendu le mot achat. Dans le fond, les achats, on a assez fait peu, on commence à peine maintenant. Ça a vraiment été porté par les équipes de l'usine. Ouais, c'est une bonne question. Rétrospectivement, est-ce qu'on était vraiment dans les règles de l'art de la gestion du projet et des chantiers de transformation? J'ai envie de dire oui, on avait ciblé quelques briques. On avait dit forcément pour améliorer le fonctionnement de l'usine, voilà les 5-6 piliers qu'il faut bouger. J'ai envie de dire, après, au sein de ces piliers, il y avait une certaine liberté d'action. On n'a pas tout défini exactement. Alors, c'est sûr que le kitting, on savait que c'était le kitting, on connaît, on déployait, mais on se rend compte que dedans, il y a plein de subtilités, il y a plein de façons de faire. Et après, dedans, il y avait des responsables de projet. Alors, il y a certaines choses simples où on n'a pas dit c'est toi le chef de projet, et ça a été fait en plus du quotidien de manière pas forcément très structurée, j'ai envie de dire. Et puis après, il y avait des sujets beaucoup plus lourds, où là, on a nommé des responsables de projet, ça pouvait être à temps plein, ou alors temps plein, il n'y en a pas eu beaucoup, ou 20% de son temps, ou 50% de son temps, avec des choses beaucoup plus structurées. Mais on va dire, il n'y avait pas à nouveau une méthode systémique, voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Voilà, parce qu'ils n'ont pas tous les mêmes enjeux, ils n'ont pas tous les mêmes niveaux de complexité. Et d'ailleurs, vous parliez de DSI, la DSI était plutôt une fonction, j'allais dire, suiveuse de support. Et si rétrospectivement on regarde, ça a d'ailleurs été une faiblesse, parce qu'en définitive, nous, on est arrivé avec plein de projets et on les a satellisés. Et en fait, on s'est rendu compte aussi de lacunes considérables de compétences qu'ils sont en train de corriger, mais qui ont ralenti certains déploiements. Oui, bonjour. Donc, de nouveaux projets. Là. Vous n'avez pas parlé de la maintenance, par exemple, des vendangeuses que vous avez dans le monde entier. Bon, les vendangeuses ont évolué, mais Industrie 4.0, quels sont les nouveaux projets que vous imaginez pour améliorer la maintenance? Je pense à des capteurs, à Iolink. Quelles sont les nouvelles technologies? Est-ce que vous avez c'est très clair. La question est très claire. Donc là, il est vrai que moi, je me suis focalisé sur la partie industrielle, dans le sens produire. La machine en elle-même, c'est le produit, c'est plutôt des sujets R&D. Donc, on va dire, dans toutes nos machines, la volonté a été de se dire, mettons plein de points de détection, même si on ne sait pas encore ce qu'on va en faire. C'est un beau pari. Et en fait, aujourd'hui, on sait très bien que dans nos machines, on capte un volume de données qui est assez phénoménal, on n'en exploite même pas la moitié. Je caricature un peu, hein. Mais donc aujourd'hui, on a des machines qui sont câblées, alors sans rentrer dans les mots marketing de IoT, mais aujourd'hui, au niveau de la machine, on récolte énormément de données. Et justement, là, le travail qu'on est en train de faire ou sur lequel on a investi, on se rend compte que, je veux dire, la dernière décennie, c'était beaucoup autour de la mécanique.
Et là, on est beaucoup en train d'investir sur le digital et donc d'être capable de la maintenance en remote. Enfin, remote, c'est en... ouais, vous m'avez compris. La maintenance remote, les diagnostics à distance, voilà, remote à distance, diagnostic à distance, intervention à distance, toutes ces choses-là, on est en train de les mettre en place. Mais c'est une roadmap encore, il y en a encore pour 5 ans quoi, pour arriver à ce qu'on veut faire. Mais je veux dire, le point positif, c'est que sur la partie hardware, on a des machines qui sont déjà prééquipées et il y a plein d'informations qu'on a déjà, en fait, mais qu'on n'exploite pas. Ce qui est souvent le cas dans toutes les usines, en fait. À part si vous prenez un Tour qui a 40 ans, mais la plupart de vos équipements dans les usines ont un volume de data qui est juste phénoménal et le bas blesse dans l'exploitation de cette donnée. Voilà. Est-ce que ça répond à la question ? Et au niveau d'outils comme le MES, par exemple, c'est quelque chose que vous regardez aussi parce que à mesure, ça va prendre de l'ampleur. Alors, je ne suis pas en train de faire la pub du MES, mais c'est vrai que ça peut être... En fait, MES, c'est un nom qui est assez générique et il y a un peu tout... Enfin, c'est un nom assez générique. Donc, je veux dire, quelque part... J'y vais un peu fort en disant tout le monde en a un, mais à partir du moment où vous produisez et que vous avez quelques informations dans votre ERP, on peut presque dire que c'est une forme de MES. Donc, je me méfie de ces mots-là. Mais aujourd'hui, nous, une grosse partie de notre production est quand même manuelle. Donc, on va dire qu'on est moins dans cette... on a moins ce besoin de connecter les machines, de capter l'analyse et de se mettre dans des modes comme de SPC, d'analyse statistique, de comportement de machine pour anticiper. Par exemple, on parle de maintenance. Moi, je connais un petit peu la maintenance, je connais tout ce qui est TPM, etc. Chez Pelink, on ne parle pas de TPM parce qu'on a très peu d'automatisme encore. Voilà. Donc, c'est pas un sujet, on va dire, aussi critique que ST Microelectronics qui a roussé ou qui a besoin de tout ça, quoi. Donc, ça ne veut pas dire qu'on ne travaille pas dessus. On a standardisé nos captages de données, on est en train de connecter certaines machines, mais on va dire que ce n'est pas notre sujet numéro 1. Voilà. Ok, super. Alors, il y a une dernière question. Du coup, Jérémy Mazon. Ouais. Pour l'avenir, sur vos différents sites, vous prévoyez un rétrofit sur tous les autres sites que vous avez, notamment en Slovaquie, en Chine, tout ça, tous les autres sites de production, en fait, vous prévoyez aussi de faire ça à l'avenir ? Oui, et on le fait. Enfin, c'est pas on prévoit, on le fait. La Chine, il y a 2 ans, on a tout cassé, on a tout refait. On a refait toutes les lignes. Ils ont déployé un MES il y a 2 mois. Mais on n'a pas nécessairement exactement le même outil. Il faut dire que l'éloignement fait que ça ne sert à rien de chercher à tout mutualiser. Mais, et puis, il y a RGPD en Europe qui n'existe pas en Chine, donc on peut aborder les choses de façon différente. Mais c'est très puissant. On a les opérateurs en Chine, ils ont leur téléphone, WeChat, hop, ils s'installent à leur poste, il y a un QR code, ils shootent le QR code, hop, et automatiquement on sait que telle personne est à ce poste de telle heure à telle heure. Toutes les opérations, on sait les numéros de série des produits que les personnes ont touchés. Donc on va vraiment très loin et on travaille sur tous les sites. En Slovaquie, c'est pareil, on a mis des écrans partout où les gens sachent un peu dans l'esprit que vous aviez vu précédemment sur les sécateurs. Ils savent où ils en sont, ils savent ce qu'il reste à faire, quelles sont leurs priorités. Donc j'ai envie de dire, c'est quelque part une fierté que la greffe, elle est prise partout. Par contre, c'est vrai que où on est moins bon, c'est de dire j'ai fait ça à tel endroit et je veux le même partout. On a des problèmes on va dire de volonté d'appréhender ces nouveaux outils parce que c'est pas moi qui les fais, parce que si, pour plein de bonnes et mauvaises raisons, parce que faut aussi accepter qu'il y a des différences culturelles entre un Français, un Slovaque, un Chinois. Le contexte est différent, même si je trouve qu'on a tout à tendance un peu à s'uniformiser. Mais bon. D'accord. Eh ben, merci beaucoup, messieurs.